silhouettes s'activent dans l'ombre. Leurs mouvements sont fluides, précis, presque trop parfaits. Car ces ouvriers ne sont pas humains. La Chine est en train de créer silencieusement la plus grande armée de robots humanoïdes jamais vue. Et le plus fou, ils seront parmi nous dès 2025. Bonjour les amis fidèles. Retour avec Laurent Michelon, que nous avons déjà eu plusieurs fois. Au moins deux, Laurent, je crois. Et puis on avait relayé des vidéos de la petite chaîne qui s'appelle La Valise Diplomatique. J'aime bien, c'est un bel intitulé. Alors, il a un gros avantage, Laurent Michelon, c'est qu'il connaît très bien la Chine. Il a pris son bâton de pèlerin pour essayer courageusement, parce que le niveau chez nous étant quand même d'une médiocrité insigne, il a essayé de nous expliquer ce qui se passait en Chine et tout l'intérêt qu'il y avait à regarder ça attentivement. Avec moi, il a réussi son coup. Alors, entre-temps, j'ai demandé à mon ami Bruno Guigle, un vieux bolchevique comme moi, qui a écrit sur la Chine de Mao et le virage Deng Xiaoping, donc ce volant politique particulier, mais je souhaite revenir avec Laurent sur ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, j'y ai été il y a 10 ans. Ce qui m'arrive aujourd'hui, grâce au réseau, évidemment, au travers de ce qu'il nous avait dit dans ses interventions précédentes, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Si je devais résumer en une phrase, je dirais la Chine est partie et nous a laissés sur place. Je parle de l'Occident. C'est absolument époustouflant. Tous les jours, alors j'invite ceux qui nous écoutent à aller de temps en temps, moi j'y vais tous les matins, mais sur Global Times, dont d'ailleurs je vais demander à Laurent, Global Times, c'est, je suppose, l'État chinois qui est derrière, parce que c'est extrêmement, comment dire, habile. Enfin, en général, quand ils fournissent une analyse, dans le titre, il y a ceci, cela, selon les experts. On ne sait pas qui sont les experts. On imagine qu'ils ne doivent pas être très éloignés de la direction du Parti communiste chinois. Donc, voilà, c'est tout à fait stupéfiant ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la première chose surprenante. La deuxième, qui l'est malheureusement un peu moins, c'est notre incapacité en Occident à mesurer ce qui est en train de se passer. À mesurer ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai demandé à Laurent de revenir faire un tour de piste chez nous pour lui poser quelques questions sur ce qui est en train de se passer et ce qui va peut-être ou probablement se passer. Voilà. Bonjour Laurent, déjà. J'ai terminé Bonjour cette Régis, merci de présentation. m'avoir à nouveau. Merci Alors, d'avoir à nouveau avec vous. vous êtes en Chine, là? Voilà, à Hong Kong, donc en Chine. Oui. Et voilà. Et j'étais hier, enfin jusqu'à hier, j'étais à Pékin, où il y a eu en une semaine tremblement de terre, neige et 25 degrés. Vraiment des grands écarts de température en une semaine, enfin même à peine 10 jours, et un petit tremblement de terre. Moins grave évidemment que ce qu'il y a eu hier soir en Thaïlande, au Myanmar et dans le sud de la Chine. Enfin voilà, c'est très animé. Bien. Alors, euh, je vais commencer directement par mes questions. J'en ai une première. C'est celle qui concerne la crise immobilière chinoise. Parce que c'était Evergrande, hein, je crois, le nom de la société qui était Evergrande, ouais. Mhm. Evergrande, très impliquée.
Et il y a eu une crise immobilière. Quand j'ai fait mon voyage en Chine, je me rappelle qu'on traversait quand même, dans toutes les balades qu'on a faites, on traversait des cités où il y avait tout un tas d'immeubles construits, des immeubles de grande hauteur, des immeubles d'habitation qui avaient l'air totalement vides. On a passé à travers des agglomérations un peu désertiques. Quand j'ai descendu le Yangtze, c'était pareil. Sur les crêtes, on voyait ça. Et donc, ils ont eu une crise immobilière. Alors, je vais vous montrer euh, la page qui sort quand on tape crise immobilière chinoise. Alors, Chine, le marché immobilier s'effondre. Crise immobilière chinoise. La Chine reste un pays, je ne sais pas ce qu'on dit après. Crise immobilière en Chine. Les acheteurs désemparés. Chine, une économie en berne, le secteur de l'immobilier en crise. La fin des méga-projets en Chine. Crise chinoise, une bombe à retardement pour l'économie. Crise économique en Chine, le spectre de l'effet domino. La Chine va-t-elle causer une crise économique mondiale? Chine, déficit immobilier, la France prise au piège. Ces Chinois qui refusent de rembourser leurs prêts immobiliers. Pourquoi le marché de l'immobilier s'effondre en Chine? Ça, c'est simplement une recherche Google. C'est quand même assez extraordinaire. Alors voilà, c'est l'apocalypse. Toutes les vidéos, tous les médias occidentaux annoncent l'apocalypse. Or, il paraît que ce n'est pas l'apocalypse, mon cher Laurent. Alors comment ont fait les Chinois pour ne pas subir leur crise des subprimes à eux? Alors, effectivement, la crise immobilière en Chine a bien eu lieu, il ne s'agit pas de le nier. Et la grosse différence avec les subprimes et puis d'autres crises immobilières en Occident, c'est que la première chose que ne disent jamais les médias occidentaux, c'est que cette crise immobilière a été auto-infligée par la Chine. C'est le gouvernement chinois qui a décidé de ne plus soutenir le secteur immobilier, qui était, on va dire, le secteur de croissance par excellence de l'économie chinoise pendant presque une quinzaine d'années. Il faut voir que je pense que la part de l'immobilier à la croissance, la contribution de l'immobilier à la croissance chinoise était de l'ordre de 26-27%, ce qui était énorme. C'est descendu à 13-14 actuellement. Donc c'était d'abord quelque chose qui a été auto-infligé parce qu'il y avait, on va dire, une surchauffe de l'immobilier. Vous parliez de villes fantômes en Chine qui existaient effectivement parce que n'importe quel constructeur immobilier qui avait une connexion avec le potentat local et puis la banque locale, et ben, comme c'était une directive de l'État d'utiliser l'immobilier comme facteur de croissance, il y avait le directeur, enfin on va dire le gouverneur local qui avaient des terrains à vendre, ils les vendaient à un développeur immobilier qui empruntait de l'argent à la banque pour construire, voilà. Et donc ça a créé en fait une surchauffe de l'économie. Donc pendant des années, moi j'y étais dans plusieurs villes en Chine, pour l'accès à la propriété, ça devenait compliqué parce que pour refroidir le marché, les gouvernements des grandes villes chinoises euh, en fait imposaient tout un tas de restrictions à l'accession à la propriété. Donc les Chinois qui sont des gens qui économisent beaucoup, mais qui ont tendance à ne pas laisser l'argent dans la banque, mais plutôt de le placer enfin, dans l'immobilier, dans des choses tangibles, dans des actifs tangibles. Eh bien, il y avait des Chinois qui avaient 5, 6, 7, 8, 10 appartements, parce que dès qu'ils gagnaient de l'argent, c'était là qu'ils le plaçaient. Donc, le gouvernement des grandes villes, Pékin, Shanghai, Canton, des choses comme ça, ont interdit cette acquisition comme ça de propriétés sans fin pour justement laisser de faire baisser les prix en fait parce qu'en fait ce que donnait lieu cette surchauffe c'était en plus de ça on va dire une inflation des prix de l'immobilier en Chine. Donc en fait le gouvernement chinois, mais je parle de ça il y a 5 ans, hein, je crois que ça date de 2020-2021, a décidé de ne plus utiliser en fait l'immobilier comme facteur de croissance et d'économie parce qu'il fallait passer à autre chose. Et pas parce que la Chine était jusqu'à présent une économie qui était centrée sur de la production de biens manufacturés, on va dire, de faible valeur ajoutée ou de valeur ajoutée moyenne, sachant que le plus gros de la marge était faite par les sociétés occidentales qui délocalisaient leurs usines en Chine. Hein. Et donc, les Chinois, ils avaient comme facteur, on va dire, d'enrichissement, ils avaient uniquement l'immobilier, ce qui forcément allait arriver à un moment,
on va dire un arrêt, et le marché boursier. Donc le gouvernement chinois a décidé de cesser de soutenir le marché immobilier. Donc il y a une directive du Conseil des affaires de l'État jusque dans toutes les provinces en disant les banques ne sont plus autorisées à prêter aux développeurs immobiliers. Donc là, effectivement, les développeurs immobiliers qui étaient habitués à pouvoir aller juste taper à la porte de la banque pour demander des crédits pour ensuite aller construire des villes et qui ensuite qui ne vendaient ou qui ne vendaient pas, d'ailleurs, c'était pas important. Eux, ils avaient déjà fait l'argent à partir du moment où c'était bâti. Et en fait, il y a eu un certain nombre de développeurs immobiliers qui étaient, on va dire, qui avaient spéculé, du style Evergrande, mais il y en a eu d'autres, qui ont été au bord de la faillite. Alors, il faut voir que ça n'a pas été une faillite dans le sens où la société a disparu, mais c'est le bras à l'étranger, parce que ces sociétés empruntaient également beaucoup de capitaux à l'étranger, en passant par Hong Kong. Et il y a eu un jeu comme ça qui a été fait par les fonds étrangers pour déstabiliser la Chine, en fait, en coupant le crédit au même moment que le gouvernement chinois le coupait. Donc ces sociétés-là se sont retrouvées complètement étranglées. Et donc, souvent, le bras, on va dire, étranger de ces sociétés, eux, ont été fermés. Donc, ça, pour le coup, c'est les fonds étrangers qui ont bu la tasse. Et du côté chinois, le gouvernement chinois a dit aux dirigeants des sociétés, il faut voir qu'ils ont été arrêtés. Hein, quand il se passe des choses comme ça en Chine, le dirigeant est arrêté. Sa femme, qui est à l'étranger avec l'épargne familiale, on leur intime l'ordre de rentrer avec l'argent. Et en fait, il a été donné l'ordre à ces sociétés-là de rembourser les petits épargnants, tous les gens qui avaient payé le dépôt pour l'achat des appartements. Il était hors de question que le petit épargnant fasse les frais de cette surchauffe et de cette spéculation, parce que là, ça aurait été une déstabilisation de l'harmonie sociale. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça fait, je dirais, ça fait 2, 3 ans que c'est fini. Enfin, l'affaire Evergrande et puis l'autre société dont j'ai oublié le nom, c'est des affaires classées. Mais les médias occidentaux ne disent pas que depuis, le gouvernement central a réautorisé les banques et les provinces à, on va dire, réutiliser l'immobilier à des fins de croissance, mais évidemment dans des façons beaucoup plus restreintes, de façon beaucoup plus restreinte que par le passé. Récemment, ça date de la fin de l'année dernière, le Conseil des affaires de l'État a demandé à ce que les taux d'intérêt soient baissés, que les minimums, on va dire pour le dépôt minimum pour accéder à la propriété soit baissé, et que les critères de sélection des banques pour les primo-accédants soient revus et facilités. Donc on voit qu'il y a un encouragement à nouveau depuis 2024 à l'encouragement à l'accession à la propriété, mais de façon beaucoup plus contrôlée qu'avant. Et comme je disais tout à l'heure, l'immobilier maintenant n'est plus qu'à 13 ou 14% il contribue 13 ou 14% de la croissance chinoise. Maintenant, on est passé complètement sur autre chose, sur l'économie numérique, sur les services et des choses comme ça. Alors ça, on va en reparler. Observation, question. Une première observation. Donc, les Chinois ne s'en sont pas remis à la main invisible du marché pour régler le problème. Et donc, il y a eu, effectivement, ça a été dirigé par l'État, comme quoi euh, ça peut parfois marcher, même souvent. Enfin, ça, c'est ma propre position. Deuxièmement, la question, c'est que j'ai entendu dire par des gens qui connaissent bien la Chine et qui ont plutôt de la sympathie pour la Chine, enfin qui ne tombent pas dans les caricatures occidentales, selon laquelle, effectivement, ce que vous venez de dire sur les mesures permettant toujours l'accès à la propriété, parce qu'on arrive, paraît-il, à des taux de gens, des pourcentages de gens propriétaires de logements en Chine extrêmement élevés. Je crois que c'est Donc, 80%. et c'est assez extraordinaire. Donc, ma question, c'est, voilà, ce que me disaient ces gens-là, ils disaient, il y a eu aussi un effort qui a été fait pour faciliter le logement social. Est-ce que ça, ils pensaient aux mesures qui ont été prises pour favoriser l'accession, ou bien il y a eu une intégration dans le patrimoine social de sociétés dédiées, par exemple, comme chez nous, hein? Oui, oui, il y a aussi il y a aussi un logement social en Chine qui permet. Alors, c'est jamais gratuit parce que, on va dire dans la mentalité chinoise, tout se paye. Et donc, en fait, même aux gens qui, par exemple,
les gens qui viennent du monde rural et qui se déplacent vers les villes secondaires ou tertiaires, ils ont accès à des logements sociaux, mais jamais gratuits. C'est quelque chose qu'ils doivent payer. Alors, ils le payent moins cher que le prix du marché, mais c'est quelque chose qui leur appartient tout de suite et qu'ensuite, avec l'appréciation sur le marché, ils peuvent espérer, on va dire, faire un bénéfice quand ils le revendront. Mais c'est jamais gratuit. Donc, même le logement social en Chine n'est pas gratuit. Alors bon, en France, bon, c'est surtout un parc locatif, et puis on a essayé de mettre en place des systèmes d'accès à la propriété en vendant une partie du patrimoine social. Ça n'a jamais vraiment marché. Alors, donc, résorption de la crise de l'immobilier, qui a été, semble-t-il, d'une certaine importance, et réorientation. Alors, il y a eu cette crise, il y a eu le Covid, et vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une nouvelle politique, une nouvelle politique économique qui a été mise en place. Donc, j'ai entendu dire que la Chine s'était lancée dans une stratégie économique keynésienne. Keynésienne, c'est-à-dire en fait, c'est la politique de la demande, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on finance, on fait monter le niveau de vie pour que la demande soit financée. Alors, commentaire que je trouve extrêmement savoureux, il date de 2017, où on voit un journaliste ou, économique nous dire mais c'est affreux, la Chine pervertit le keynésianisme. C'est-à-dire, ah, c'est à nous qu'on l'a, Keynes, il était britannique, comment ose-t-il? Bon, journal beaucoup plus sérieux, Les Échos, qui nous dit on attendait une stratégie keynésienne. Et en fait, il y a d'abord une priorité pour l'assainissement des finances locales. Je rappelle que la Chine, c'est un pays énorme, c'est-à-dire qu'il y a 1,3 milliard d'habitants, donc beaucoup de choses sont décentralisées, c'est un mode de fonctionnement où les collectivités locales ont un rôle tout à fait important. Et si je comprends bien la lecture de l'article des Échos, il y avait un problème d'endettement concernant les collectivités locales. Oui, alors ce que la Chine a fait pour essayer de régler ce problème récemment, hein, ça date de la fin de l'année dernière, c'est en fait une réforme fiscale qui en fait donne une plus grande part des recettes fiscales aux gouvernements locaux. Parce que la crise du Covid a coûté extrêmement cher à tous ces gouvernements, dont beaucoup étaient en faillite, mais vraiment en difficulté financière. Et comme auparavant, les recettes fiscales remontaient quasiment intégralement vers Pékin et ensuite redistribuées selon les besoins, là, le gouvernement central a permis que les gouvernements locaux gardent une plus grande partie de la recette fiscale, pour ainsi dire, et ensuite pour eux-mêmes relancer les économies dont on va parler peut-être tout à l'heure, les nouvelles économies du numérique, des nouvelles énergies et des services. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été fait au niveau, enfin, on va dire le choix qui a été fait entre le partage des recettes fiscales. Quant à ce que vous parliez de la demande, hein, puisque le keynésianisme c'est sur une relance de la demande, effectivement, le gouvernement chinois, mais ça date pas d'hier, mais il faut remonter un petit peu dans le temps pour expliquer pourquoi est-ce que la relance de la demande est importante pour la Chine. C'est que la Chine a toujours eu, on va dire, enfin, depuis très longtemps, une tentation autarcique, hein. On se rappelle que c'est ce qui avait causé le déclin en fait de la dynastie des Qing, hein, précédant les guerres de l'opium. D'ailleurs, c'était l'autarcie de la Chine qui enrageait les anglo-saxons et qui a ensuite forcé la Chine à commercer avec eux. Et donc la Chine, actuellement, dans le contexte géopolitique mondial actuel, elle a encore enfin, elle est tellement attaquée par l'Occident, que ce soit de façon économique ou sur des questions de géopolitique, qu'il y a une tentation, en fait, on va dire, d'un certain renfermement sur elle-même. La crise du Covid a, on va dire, exacerbé cette tentation. Et donc, le gouvernement chinois a lancé en 2020 une stratégie qui s'appelle la stratégie de la double circulation, qui est en fait une relance de l'économie, de la demande une relance de l'économie par la demande interne. Donc, c'est-à-dire
encourager les Chinois à acheter local au lieu d'acheter des produits importés, notamment, mais sans entrer dans une dimension autarcique qui serait de se refermer sur soi en disant, ben, maintenant qu'on a acquis toutes ces technologies et ce savoir-faire occidental, on n'a plus besoin d'eux. C'est justement de la double circulation, c'est de continuer à, on va dire, intégrer la Chine dans l'économie mondiale, dans la chaîne d'approvisionnement, et de se rendre indispensable au monde entier, en fait. C'est-à-dire que pardon, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est tellement bien intégrée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, que ce soit la logistique, que ce soit le secteur manufacturier, qu'elle est maintenant incontournable, même lorsque les États-Unis ou l'Europe parlent de découplage et de dérisquage. Ça fait 5 ans qu'ils en parlent, et ils n'y arrivent pas, et de l'avis des sociétés étrangères qui sont en Chine, c'est pas souhaitable et c'est pas réalisable de toute façon. Donc la Chine a vraiment relancé sa demande avec cette stratégie de la double circulation. Et qu'est-ce que c'est, enfin, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que c'est? C'est encourager les Chinois et les industriels chinois à développer les secteurs de consommation courante, on va dire, parce que les Chinois sont très économes. Donc il y a énormément d'argent qui vont être dépensés soit dans l'immobilier, comme je disais tout à l'heure, soit qui vont être placés sur le secteur, enfin dans le marché boursier, pardon. Mais ça ne bénéficie pas aux industriels et aux sociétés, aux petites et moyennes entreprises. Donc, le gouvernement a demandé aux gouvernements locaux de favoriser la croissance des sociétés dans les domaines de la santé, de la culture, des sports, du tourisme. Il y a énormément de tourisme maintenant intra-chinois, ce qui, il y a quelques années, n'existait pas. Les Chinois, dès qu'ils avaient de l'argent, ils allaient voyager vers l'étranger. Or maintenant, ce qui se passe, c'est que l'argent, enfin le tourisme va principalement vers la Chine. La Chine est un continent, donc il y a énormément de choses à voir. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment un encouragement à la consommation locale sans se couper de l'économie mondiale, en fait. Alors ça, c'est très intéressant parce que la lecture du Global Times, qui est très bien faite, cette page, elle est magnifique, il y a des photos en couleur, des reportages, traduit, traduit cette idée le tourisme, n'en parlons pas, il y a et tout un tas d'autres choses sur le plan culturel. Et d'ailleurs, je constate que sur le plan culturel, les Chinois commencent dans comment dire, les outils culturels modernes, je pense par exemple au cinéma, à dominer le monde. Ils commencent à dominer le monde. Oui. Ils ont des blockbusters qui sont colossaux. Alors, un succès chez eux, c'est immédiatement des millions de spectateurs qui arrivent. Il y a un dessin animé, j'ai vu, qui a eu un succès fou. J'ai regardé hier le film Black Dog qui avait été présenté à Cannes. C'est extraordinaire. Ça se passe à la frontière du désert de Gobi. Euh, alors, ça montre Mhm. une Chine qui est encore loin de la moyenne aisance, hein, comme la qualifie Xi Jinping, mais, si on lit les critiques de films, si on regarde, si on suit un peu, je reste 2 secondes sur le cinéma, ils sont en train de prendre le pas sur le reste du monde. Hollywood est en crise, alors sous les assauts du wokisme, et puis je pense qu'il y a d'autres éléments, mais la Chine, on voit bien, et je reviens à la lecture du Global Times, qui est une espèce de reflet, hein, c'est le miroir de la Chine pour l'occidental que je suis. On sent bien ce que vous venez de dire. Sur le plan, je reviens sur le mot moyenne aisance, sur le plan de la dimension sociale de cette relance keynésienne, euh, est-ce que ça aboutit à amélioration des conditions de travail, augmentation des salaires? Est-ce qu'il y a eu, je veux dire, des orientations très nettes qui ont été mises en œuvre? Bien sûr, alors les salaires ont augmenté progressivement en Chine depuis une dizaine d'années, jusqu'à des niveaux maintenant qui sont, on va pas dire comparables avec l'Occident, mais qui sont tout à fait compétitifs. Au niveau de la qualité de vie en fait pour la population, eh bien, il faut voir que le capitalisme à la chinoise donne des résultats sur le terrain très différents du capitalisme à l'occidental. Je vais prendre l'exemple des produits de consommation courante, même des voitures électriques, hein, puisqu'on sait que la Chine est leader dans ce domaine-là. Quant aux États-Unis, on lance, enfin le gouvernement donne des subventions aux constructeurs américains pour faire des voitures électriques.
on voit que globalement, il y a qu'un champion qui émerge, hein, puisque les autres marques elles sont à peu près nulle part sur le marché, ou alors elles sont tellement, on va dire, en arrière, qu'il n'y a pas d'innovation chez GM ou des sociétés comme ça, il n'y a aucune innovation. Donc c'est Tesla qui émerge, et donc on se retrouve quasiment en situation monopolistique aux États-Unis. En Chine, il y a 130 marques, 140 marques de véhicules chinois qui ont émergé en 5 ans. Il faut voir que avant le Covid, il y avait BYD et puis une autre marque qui se partageaient le marché de voitures qui étaient assez médiocres techniquement et en termes de design. Maintenant, il y a 130 marques. Donc, c'est une compétition féroce. Et quand il y a une compétition, donc c'est du vrai capitalisme pour le coup. Et quand il y a une compétition féroce, qu'est-ce qui se passe? C'est le consommateur qui gagne. Il y a des prix qui descendent. Aux États-Unis, une voiture électrique en Europe, ça commence à 40 000 euros et ça va jusqu'à 100 000 euros pour une voiture tout à fait quelconque. En Chine, on commence avec des voitures qui sont technologiquement bien supérieures à ça et qui commencent à 20 000 euros. Donc, et puis, 20 000 euros, on va dire, c'est la voiture chère. La voiture électrique est chère. On peut en trouver à 5 000 euros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour la population, le fait qu'il y ait cette compétition féroce et que ce soit là encore le fait d'une décision gouvernementale qui dit aux provinces, maintenant, vous arrêtez l'immobilier et vous parlez à vos banquiers locaux et maintenant, l'argent, il va dans ce domaine-là, les nouvelles énergies, les énergies propres, les batteries, les panneaux solaires, et ça va jusque dans, on va dire, l'électroménager. Il faut voir qu'il y a une société que vous connaissez sûrement parce qu'elle est en France, Xiaomi. Ils font tout, hein. Ils font de la voiture électrique, qui se vend d'ailleurs très bien, et pour vraiment pas cher, jusqu'à la bouilloire ou l'interrupteur électrique. Cette société a des prix qui sont incompréhensibles en Occident. Parfois, ça va jusqu'à être 10% du prix d'une marque concurrente chinoise, même pas occidentale. Donc on se demande comment est-ce que c'est possible. Et en fait, le président, le directeur général de cette société, Lei Jun, a donné une interview où il a expliqué, il a dit, moi, mon objectif, c'est que toute la population chinoise ait accès à la haute technologie. Pour ça, il y a forcément l'élément du prix qui va être déterminant. Donc notre société, quel que soit le produit qui est vendu, a une marge de 5%. Voilà. Alors, quand on voit que une marge de 5% sur des voitures, on n'en a jamais entendu parler en Occident. Il faut voir que sur des véhicules un petit peu luxueux, ça va jusqu'à 50-60%. En Chine, les constructeurs immobiliers, même étrangers, ont été obligés de s'aligner là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, les grands constructeurs allemands sont à entre 0 et 5% de marge sur des véhicules sur lesquels, eux, par contre, ils font payer plein pot en Occident. Voilà. Donc, c'est vraiment là, on voit la compétition, l'ultra-compétition chinoise qui a amené à la descente, à la baisse des prix faramineuse et des sociétés qui disent, moi, 5% de marge, ça me convient tout à fait, ça me permet au contraire de faire profiter à toute la population chinoise. Donc là, on voit vraiment la différence entre un capitalisme à l'occidental où on se retrouve avec 1, 2, 3 marques. En France, on n'a jamais eu plus de 3 marques de voitures. Voilà. Donc c'est une situation oligopolistique, mais en Chine, on commence avec 130 marques. Alors il va certes y avoir une certaine concentration dans le domaine, c'est inévitable, il y en a certains qui ne peuvent pas survivre, mais enfin, il y a un choix énorme qui fait que les prix baissent et le consommateur final est le principal bénéficiaire. Alors, Laurent Michelon nous dit, ça c'est le capitalisme chinois. Je vais lui répondre, non, ça c'est le socialisme chinois, c'est-à-dire c'est un capitalisme surveillé, orienté par l'État et encadré. Et c'est très intéressant cette histoire des véhicules électriques, parce que d'abord la société n'est pas homogène, donc y a nécessité de faire jouer la concurrence, mais également de segmenter peut-être le marché. Et puis, il y aura de toute façon une tendance à la concentration pour les économies d'échelle et puis à cause de la baisse tendancielle du taux de profit, parce que ces entreprises-là sont des libres entreprises. Elles sont issues Absolument. d'actions d'entrepreneurs. Donc, mais avec les filets nécessaires, les garanties nécessaires. Donc, oui, c'est un modèle qui est assez performant, le moins qu'on puisse dire, Ben, qui est de il nature y a un nom pour ça. ce qui est de nature à me faire plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Tout le Régis, monde. il y a un nom pour ce capitalisme chinois ou ce socialisme chinois. C'est justement, ça s'appelle
une économie socialiste de marché à caractéristiques chinoises. Donc, il y a trois concepts en un. Et c'est officiellement le nom Ah, de la gouvernance mais chinoise. Voilà. absolument, mais c'est bon. On va pas rentrer dans ce débat parce que il est très amusant. Juste une observation. La guerre en Ukraine obscurcit un petit peu tout, la russophobie ambiante, la difficulté à, à s'exprimer sur cette réalité euh, fait que on sait moins ce qui se passe en Russie. La Russie louche vers la Chine de ce point de vue. Elle est en relance keynésienne aussi. Alors, on ne va pas nous le dire. On nous dit, ah, économie de guerre, parce qu'ils mangent les petits-enfants et que Poutine veut tuer tout le monde. Non, non, ils sont passés eux aussi en économie keynésienne, augmentation des salaires. Bon, euh, pour ne prendre que cet exemple, j'ai eu quelques contacts là-bas. Alors, me pose une petite question justement concernant cette donnée. Euh, Est-ce que il n'y a pas quelque chose au départ pour donner une impulsion, puisqu'il y a une énorme réorientation, et est-ce que ce système ne peut pas s'essouffler? C'est soufflé, je dirais, vu le succès des exportations chinoises actuellement, parce qu'on nous parle toujours on va dire, de l'effondrement imminent de la Chine. Il faut savoir que ça fait 4-5 ans qu'on nous dit crise immobilière, explosion de la bulle immobilière qui va entraîner la catastrophe en Chine. On nous dit la Chine avec le découplage, le dérisquage, ils ont plus de clients, ils sont obligés de se recentrer vers l'Asie du Sud-Est. Tout ça est faux, factuellement faux. Voilà. Il faut voir que le commerce extérieur chinois, c'est 90 milliards de dollars US d'excédent tous les mois. Il n'y a pas, il y a pas un pays dans l'histoire de l'humanité qui a eu un excédent commercial tel, même le Japon dans les années 80 n'était pas un excédent commercial de cette ampleur-là. Là, je vous parle, c'est le premier trimestre 2025. C'est 90 milliards de dollars US d'excédent tous les mois. On est à plus d'un trilliard sur l'année. Donc, ce modèle-là, je pense qu'il va pas s'essouffler de sitôt. Et si en plus de ça, et justement, c'est là que la Chine, Non, c'est là attendez, qu'on non, voit. excusez-moi. Oui. Je parlais de ce coup de pouce qui a été donné, puisque c'est l'impression que j'en Ah ben retire. non, mais justement, c'est qu'en fait, ce modèle qui était quasiment exclusivement centré sur le commerce extérieur, c'est extrêmement dangereux. Et la Chine a bien compris qu'il y avait on va dire, en tout cas en Occident, une vraie volonté de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc en même temps, elle a fait ce coup de pouce dont vous parlez pour la relance interne qui vient s'ajouter à à cet excédent commercial qui ne s'essouffle pas. Donc on va se retrouver avec, et c'est de là que vient votre impression que la Chine est en train de nous laisser sur place. C'est que non seulement elle est incontournable en termes de chaîne d'approvisionnement, donc ça explique son excédent commercial, mais en plus de ça, maintenant, elle est en train d'encourager la consommation locale. Et il faut voir le soutien que donne le gouvernement chinois à la consommation, mais également au marché boursier. Pourquoi? Parce que le marché boursier, c'est la seule source de revenus, on va dire, euh, additionnelle pour les retraités. Or, comme on parle de vieillissement de la population chinoise, qui est très relatif, il faut faire attention. J'allais y venir. Voilà, voilà. Mais vous voyez bien que le coup de pouce qui est donné, et qu'est-ce qui a été fait pour relancer également le marché boursier? Le gouvernement chinois a donné l'ordre à tous les acteurs financiers non extra-bancaires de d'investir dans le marché boursier. C'est-à-dire qu'à part les banques, les assureurs, les courtiers ont tous l'ordre d'investir dans le marché boursier une certaine partie de leurs activités. Donc ça a fait que depuis un an, les valeurs boursières chinoises sont en hausse constante. Il se passe la même chose à Hong Kong. On a eu deux, trois comme ça, énormes coups de pouce vers le haut. Et en fait, on est sur un marché, un marché, on va dire, je sais plus comment on dit en français, un bull market, hein, qui vient de commencer. C'est que le début. Mais dites donc, c'est un peu dirigiste tout ça, mon cher Laurent. Non, mais Très je dirigé. sais Mais que c'est pour ça que ça marche. ah, Il y a une non, mais direction. C'est pour ça que ça marche. bon. Hein.
chacun aura compris que je suis quand même assez fasciné par ce qui est en train de se passer. Alors, je vais en profiter pour donner un conseil. Euh, Intéressez-vous à l'histoire de la Chine. C'est extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire. C'est une civilisation différente de notre gréco-latine à nous, que j'aime et dont je suis issu, bien sûr, mais c'est tout à fait passionnant. L'Empire du Milieu, le mandat du ciel, les modes de fonctionnement institutionnels, ces tentations de se fermer, parce que vous avez parlé des Chine qui, alors je crois que je le prononce peut-être pas très bien, qui est la dernière dynastie, hein, celle qui s'est effondrée comme l'a décrit le film Le Dernier Empereur. Mais auparavant, les Ming n'avaient pas tellement fait mieux parce que ils s'étaient, en particulier, je pense, ils avaient des flottes extraordinaires et ils ont arrêté au point qu'à un moment, la construction d'une jonque était punie de mort. Alors, c'était effectivement, c'est une histoire, mais absolument extraordinaire, fascinante et surtout différente de la nôtre. Donc, on découvre quelque chose. Ensuite, deux petites observations et avec conseil aussi. Euh, vous parlez de Xiaomi, ils viennent de sortir un smartphone, appareil photo, avec un des grands de l'optique mondiale. Alors, je ne l'achèterai pas parce que, bon, j'en ai pas l'usage, mais c'est extraordinaire. C'est un appareil extraordinaire. D'abord, ils l'ont designé, c'est comme ça qu'on dit. On a l'impression non pas de tenir un smartphone, mais de tenir un réflexe, un appareil Oui. photo. Et puis, alors, autre chose, là, j'invite nos spectateurs, une fois qu'ils auront fini de regarder cette vidéo-là, je les invite à aller consulter celle qui a été réalisée. Alors, ils se débrouillent pour trouver la référence sur Digi, c'est-à-dire le fabricant de drones. L'histoire de ce jeune qui a décidé à 17 ans de se lancer dans l'aéromodélisme. Voilà. Ah ben le voilà, le Digineo, c'est le dernier ça. Hein. DJI, ouais. Ouais. Je crois que je vais craquer. Hein. Bon, c'est incroyable. C'est probablement le deuxième est français. Hein, c'est Parrot, c'est Cocorico, mais Cocorico. les grands du drone, ce sont bien les Chinois. Et cette vidéo qui est particulièrement bien faite nous apprend comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Alors, justement, puisqu'on parle de nouvelles technologies, on va passer à notre troisième question. Et vous demandez, Laurent, qu'est-ce qui se passe en Chine sur le plan de cette révolution digitale ? Tech 24, la high-tech made in China. La montée en puissance qui inquiète Washington, longtemps perçue comme l'usine du monde. La Chine ne se content plus d'assembler les technologies des autres, elle les invente, elle les perfectionne, elle les exporte à grande échelle. Intelligence artificielle, missiles hypersoniques, batteries électriques, 5G, biotechnologie, on pourrait en citer encore d'autres. Bref, Pékin a rattrapé, voire dépassé ses concurrents occidentaux. Une ascension fulgurante qui bouscule l'ordre. Des centaines de silhouettes s'activent dans l'ombre. Leurs mouvements sont fluides, précis, presque trop parfaits. Car ces ouvriers ne sont pas humains. La Chine est en train de créer silencieusement la plus grande armée de robots humanoïdes jamais vue. Et le plus fou, ils seront parmi nous dès 2025. Dans les coulisses d'une gigafactory à Shanghai, nous avons eu accès à des images stupéfiantes qui prouvent que nous sommes à l'aube d'une révolution robotique. Des robots qui bougent comme vous et moi, qui apprennent de leurs erreurs et qui pourraient bientôt remplacer des millions de travailleurs. Le plus fascinant, ces robots sont déjà si avancés que même les experts n'arrivent pas à croire que les vidéos sont réelles. Mais attendez de voir ce qu'ils sont capables de faire.
Donc voilà, ce qui moi me fascine complètement, c'est cette robotisation avec ces robots androïdes qui dansent, qui bougent. C'est complètement inouï. Il y a les robots policiers dans les rues qui sont une espèce de boules qui roulent. Enfin, tout ça est tout à fait sidérant. C'est complètement sidérant parce que en Occident, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la robotique, mais on n'est absolument pas à ce niveau. Les transports, j'ai pris ça à titre d'exemple. Il y a plein d'autres choses, infrastructures, les avions y compris militaires. Il y a l'aérospatiale, la reconquête de la Lune. La Chine est en avance partout, surtout. Et visuellement, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Laurent, là-dessus? Euh, Ce qui s'est passé, je dirais, il y a deux choses. La première, c'est que des fois, je dis, c'est pas la Chine qui est en avant, enfin qui est quasiment au 22e siècle. C'est nous qui sommes restés bloqués en 2010. Pour tout un tas de raisons économiques, hein, il n'y a plus d'investissement. L'investissement n'est plus sur l'Europe et les États-Unis. Il y a eu cette délocalisation féroce pendant 30 ans qui forcément a fini par avoir un impact même sur l'innovation. Il y avait cette déformation, comme je disais, du capitalisme libéral qui fait que ça systématiquement ça crée un ou deux champions ou trois dans le meilleur des cas. Et ça, forcément, c'est pas quelque chose qui est propice à l'innovation. Et en même temps, la Chine, comme je disais, ben, je crois que c'est l'introduction de mon bouquin, qui en fait, la Chine n'avait pas l'intention de rester bloquée à ce stade de fournisseur à batterie de l'Occident. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le discours que vient de faire le vice-président américain, J.D. Vance, où il explique l'échec de la globalisation et il le dit texto, il dit c'était pas censé se passer comme ça. Ce qui était prévu, c'était que nous, on ait continué à innover et les Chinois et les Indiens, ils continuaient à travailler pas cher pour nous. Il n'était jamais question qu'ils nous dépassent. Donc, on voit à quel point ce que j'appelle l'hégémon anglo-américain est dans une espèce de forme d'hybris et d'arrogance, parce que non seulement il le pense, mais en plus il le dit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Chine, avec un certain nombre de plans quinquennaux, là aussi, que vous connaissez bien, a fait une feuille de route qui disait, mais on ne peut pas rester bloqué à ce stade de développement industriel sur des produits à valeur ajoutée moyenne ou faible. Il faut que, parce que on va se retrouver dans une situation on sera facilement remplaçable par un autre pays, par exemple l'Inde, par exemple par l'Indonésie, ou d'autres pays, ou même plus tard des pays d'Afrique. Donc la Chine a continué à innover, à dépenser des sommes colossales d'investissement dans la recherche, et ça a porté ses fruits. Ça a commencé avec les trains à grande vitesse, parce que c'est une très belle technologie, mais on va dire c'est pas nous on en avait fait là encore Cocorico, c'est nous qui l'avons inventé en 1981 avec le TGV, mais les Chinois en collaborant aussi avec les Allemands et les Japonais ont fini par designer un produit local, indigène, et qui a dépassé tous les autres. Et moi, je me rappelle, en 2006, quand je me suis installé à Pékin, il n'y avait pas de train à grande vitesse. Ça n'existait pas. En, en 15-20 ans, ils ont construit 20 000 kilomètres de rames, c'est plus dingue. la technologie pour aller dessus. C'est incroyable. Donc, l'investissement massif, plus le travail, la mise au travail de tous ces cerveaux, parce qu'il faut voir le nombre d'étudiants en Chine qui sont en ingénierie, en mathématiques, en physique et des choses comme ça, c'est 5 millions par an de nouveaux diplômés. Donc, tous ces gens-là, bah, ils finissent dans des laboratoires. Il faut voir les villes laboratoires. Vous allez chez Huawei, dans le sud de la Chine, dans leur ville, il y a plus de 10 000 personnes dans les laboratoires. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on est européen, c'est que le centre de recherche et développement d'une société privée, c'est une ville qui a été construite pour les employés. Voilà. Donc, forcément, ça laisse un peu tout le monde sur place. Et puis, rapidement, le gouvernement encore a dit ces innovations doivent être mises au profit de l'humanité. Et là encore, grosse différence avec l'Occident, avec la démocratie libérale, c'est que l'innovation n'est pas, on va pas être naïf, évidemment qu'elle a des applications militaires, mais elle n'est pas que militaire. Elle est en même temps, tout de suite,
pour la population. Mais vous parlez des robots humanoïdes, et je vous enverrai des vidéos si ça vous intéresse. Et on voit, ces robots sont déjà dans les maisons de retraite en Chine, Oui. à pousser les personnes âgées sur leur fauteuil roulant, à les lever, à leur faire des exercices. Ça marche déjà. J'ai envoyé une vidéo la semaine dernière à des amis en France, des livraisons de paquets par drone, en ville, en centre-ville. Alors, pas à Pékin, parce que Pékin, c'est la capitale, c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu sensible, mais des grandes villes comme Shanghai, Shenzhen, on se fait livrer un paquet c'est plus DHL, quoi. Enfin, c'est un drone qui vous livre, et vous êtes avec votre portable, et hop, le drone arrive, et le paquet qui est sorti. Et mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que tu m'envoies? Enfin, c'est un truc, c'est de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Je dis, non, c'est comme ça qu'on se fait livrer des paquets en Chine maintenant. Non, Voilà. mais Donc c'est mis tout de suite au profit de la population. Et donc forcément, ça donne la place à de l'innovation pour que ce soit encore plus pratique, encore moins cher que des applications auxquelles on n'a pas encore pensé en Occident. alors, sur la question recherche et développement, moi, c'est quelque chose qui, qui apparaît très nettement. C'est-à-dire, y compris qu'ils ont eu des fuites de cerveau qui sont partis aux États-Unis. Là, on a un prix Nobel français dont je ne me rappelle plus le nom spontanément, qui a été finalement acquis les Chinois. Il est âgé de 80 ans, il n'empêche, lui ont donné une chaire dans une université et lui ont déroulé un tapis rouge pour qu'il vienne y enseigner. Ils sont en train d'essayer de récupérer cette matière grise, mais ils en produisent aussi. C'est le pays, alors ils sont 1,3 milliard, c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde. Euh, Relativement, le pays qui produit le plus d'ingénieurs, c'est la Russie. Par Per rapport à sa capita. population. Mais il n'empêche, ça c'est tout à fait extraordinaire de voir cet investissement. Et c'est pour ça que lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors matériellement, les vidéos qu'on regarde sur YouTube de ces jeunes voyageurs qui vont là-bas, y compris des vidéos de marketing, de communication, c'est extraordinaire. Les infrastructures, les exploits qui sont accomplis. Alors, est-ce que par rapport à ça, donc effectivement, il faut que ce soit mis au service de la population, au service de la dimension militaire, ça, et évidemment, si ce n'est que je rappellerai deux choses. Depuis 1949, en dehors de l'affrontement avec le Vietnam, la Chine n'a pas occupé euh, euh, 1 mètre carré d'un pays étranger. La question de Taïwan, c'est autre chose. La question de Taïwan, c'est autre chose. C'est dans le droit international, Taïwan fait partie de la Chine. J'espère que les choses se régleront pacifiquement. Le meilleur moyen pour que ça se règle pacifiquement, je crois que ce serait que les États-Unis ne s'en occupent pas et évitent de mettre de l'huile sur le feu. Mais pour autant, les Chinois s'équipent et craignent beaucoup, je suppose. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec des gens bon, ayant des responsabilités en Chine. Ils sont, non pas qu'ils sont anxieux ou angoissés, mais ils sont très vigilants. Très vigilants. Ils ont quand même une expérience historique relativement récente, il n'y a pas si longtemps. En plus, ils ont un rapport au temps qui est peut-être un peu différent du nôtre, hein, mais le siècle de la honte, il est encore cuisant. Hein, c'est essentiellement le 19e siècle. Et que dire du 20e, parce qu'il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont eu leur part. Hein, ce qui est d'ailleurs intéressant lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on parle des bilans, on n'intègre pas le bilan de la Chine, des Chinois, ce que ça leur a coûté. Hein. Donc, C'est intéressant parce que si vous posez la question à DeepSeek, et je l'ai fait, DeepSeek est incapable de donner un chiffre des victimes chinoises de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je ferme la parenthèse. voilà, non, Ouais. mais bon, ça reste, ça reste cuisant. Mais si vous voulez, c'est un peu comme on refuse d'intégrer une chose sous prétexte qu'on s'est réconcilié avec les Allemands, etc. D'intégrer que les Russes ont toujours un très profond traumatisme. Moi, j'en ai fait l'expérience en allant là-bas, un profond traumatisme de Barbarossa. On ne leur refera pas Barbarossa. Et lorsque Mm. Emmanuel Todd récemment
il avait entièrement raison, et avec une expression un peu familière, avec nos rodomontades de ces Occidentaux qui veulent faire la guerre à la Russie, avec Macron qui veut envoyer des troupes au sol, troupes au sol, troupes au sol. Les Allemands, avec Merz, sont également totalement bellicistes, comme disait Emmanuel Todd. S'ils bougent vraiment, les Russes n'hésiteront pas, ils seront transformés en plaques de verre. Hein. Ça, on ne leur refera pas. Il faut comprendre Mm. ça. Et donc, ils ont tendance à analyser tout élément hostile en tentative de refaire Barbarossa. Moi, ça m'avait. L'importance du traumatisme m'avait surpris. Je le comprends, nous, on a eu le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Donc, alors, sur cette, ce développement numérique, euh, j'aime bien votre présentation, c'est-à-dire c'est moins eux qui sont partis très vite, très loin, que nous qui restons sur place. Et ça c'est assez terrible. Ça, c'est assez Bien terrible sûr. parce que les infrastructures, enfin, et puis en particulier la place du numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot quand même, euh, Laurent, sur tout ce qu'on entend, et je pense qu'il y a énormément de propagande, bien sûr, sur le caractère totalitaire de la société de surveillance chinoise. Oui, bah ça c'est la tarte à la crème. C'est parler du crédit social et des choses comme ça, de dire que les Chinois sont tous mis en esclavage par leur gouvernement et qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Bon, je dirais, c'est tellement caricatural que je pense que même quelqu'un qui ne connaît rien à la Chine, il y a forcément un problème dans l'énoncé, quoi. C'est tellement, ça peut pas être vrai. On voit que il y a plus de, je crois que c'est 200 millions de Chinois qui partent en voyage de par le monde chaque année, puis ils reviennent tout le temps. Parce que dès qu'ils ont fini le voyage, ils rentrent chez eux. Tout comme parler de la fuite des cerveaux dont vous parliez, c'est là où on voit qu'il y a vraiment les changements de la Chine sont tellement rapides que même quelqu'un qui n'est pas allé en Chine depuis le Covid ne comprend plus la Chine. Ça a tellement changé en ces 5 ans. Maintenant, c'est le contraire. Il y a des exemples très récents, il y en a eu 3 ou 4, des très grands scientifiques chinois qui travaillaient dans des laboratoires américains et avec cette espèce de macartisme anti-chinois en Chine, aux États-Unis actuellement, il y en a énormément qui sont en train de rentrer en Chine. Alors évidemment, maintenant les sociétés chinoises sont capables de leur offrir on va dire des bons d'or pour revenir, et c'est des gens qui notamment ont travaillé dans les semi-conducteurs. Donc on voit vraiment que là, encore une fois, les sanctions américaines, la politique américaine est complètement contre-productive. Parce que tout comme le programme spatial chinois a été créé par quelqu'un, un monsieur qui travaillait à la NASA et qui, sous le macartisme, a été écarté de ce programme, il est rentré en Chine, il a monté le programme spatial chinois, il va se passer exactement la même chose avec les semi-conducteurs. Il y a des grands scientifiques chinois qui sont rentrés en Chine, qui sont maintenant chez Huawei, qui sont chez chez SMIC, tous ces grands producteurs de semi-conducteurs chinois. Donc voilà, c'est la Chine on va dire un monde en ébullition. Alors il s'agit pas d'être béat, mais ce qu'il faut, c'est vraiment s'en inspirer. Il faut s'inspirer de sa vivacité, et surtout quand on est français, parce que ce degré d'innovation qu'elle a, ce succès qu'elle doit au partenariat public-privé, nous on l'avait aussi dans les années 80, 60, enfin, depuis le général de Gaulle jusqu'à Mitterrand globalement, on l'avait ce succès, cette innovation. Moi, je parle toujours aux Chinois, je dis, mais l'Internet, c'est nous qui l'avons inventé. Le Minitel, c'est nous. Le train à grande vitesse, c'est les Français. On avait nos propres marques d'ordinateurs, on avait nos propres fonderies, le nucléaire. Voilà. Et ça, c'était dû à ce partenariat public-privé, ce certain dirigisme, on va dire, du gouvernement. Donc voilà. Pour revenir à la question du crédit social, moi, j'invite vos auditeurs à regarder mon ouvrage, justement la version augmentée. J'ai fait un chapitre spécial sur le crédit social qui n'était pas dans la première version du livre. Et globalement, ce qu'il faut retenir sur la question, c'est que il n'y a pas de crédit social en Chine qui soit une initiative unifiée. Il y a des crédits sociaux en Chine qui vont être le fait d'une société privée, d'une administration locale, mais il n'y a rien au niveau
centrale. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a eu une tentative. Le gouvernement central chinois a essayé de travailler avec les grands groupes du style Tencent, Alibaba, pour voir justement s'il y a des moyens dans l'objectif de lutter contre la corruption. Hein, c'était pas quelque chose pour contrôler les faits et gestes de toute la population. C'était fait quelque chose, c'était une initiative pour contrôler la corruption. Et en fait, les tests qui ont été faits, la conclusion du gouvernement, c'était que travailler avec des sociétés privées, il y avait trop de conflits d'intérêts en faveur de ces sociétés privées qui auraient eu accès à beaucoup trop de données de données personnelles du peuple chinois. Donc, le gouvernement chinois a fait une annonce en disant cette expérience n'aura pas lieu. Voilà. Nous ne travaillerons pas de façon unifiée en Chine, et ni tout seul, ni avec les grands groupes Internet chinois. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Je rentre dans le détail dans le bouquin, mais voilà, il faut voir, il faut vraiment essayer de creuser un petit peu plus maintenant. Dès qu'on vous parle de la Chine, j'ai vu récemment, il y a France Télévisions qui a sorti un reportage tout à fait scandaleux sur le travail des enfants ouïghours dans les usines Decathlon en Chine. Ce reportage est un tissu de mensonges de A à Z qui a été démantelé par des youtubeurs en plus qui sont installés en Chine, des youtubeurs occidentaux hein, qui ont démonté. C'est une espèce de tentative de manipulation grossière. Bizarrement, Decathlon n'a rien dit parce que je pense que Decathlon sait très bien qu'en France, ce narratif est très, on va dire, est très bien reçu par la population. Donc effectivement, aller démentir en disant non, mais on n'en a pas. Donc ils font vraiment profil bas. Mais il faut bien voir que ce reportage de France Télévisions est un scandale total et il a été démonté pièce par pièce. Et maintenant, les reporters jouent la victime en disant j'ai reçu des menaces de mort, je me sens pas en sécurité. Voilà. Bon. Donc c'est pareil sur la question sur le Xinjiang, sur le crédit social. Il y avait un fameux reportage qui était passé sur Arte, je crois, qui était aussi un scandale, qui avait été débunké, comme on dit, par d'autres journalistes étrangers qui disaient mais ce montage est faux. Ce que vous montrez n'est pas un crédit social étatique, c'est un crédit social d'une société d'assurance. Donc voilà, il y a vraiment une espèce de mauvaise foi dans tout ce qu'on peut voir en France sur la Chine. Et donc j'invite tout le monde pas à me croire sur parole, mais d'abord à faire preuve d'un petit peu on va dire d'avoir un peu un doute en se disant on nous a menti sur le Covid, on nous a menti sur l'Ukraine, il y a quand même des grandes chances qu'on nous mente aussi sur la Chine. Et puis de venir voir par eux-mêmes, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir de visa pour venir en Chine, faire du tourisme. Là encore, il y a un très grand YouTuber américain qui s'appelle Speed, qui a des dizaines de millions de suiveurs aux États-Unis. Il est en Chine en ce moment, il fait des vidéos, c'est un carton total et tout le monde dit mais je ne savais pas que la Chine était comme ça. Et on en arrive. J'essaierai peut-être de terminer là-dessus pour pas être trop long, cher Régis, mais on en arrive à l'aberration où maintenant on a les Américains qui sont sur Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, qui sont sur Rednote, qui est aussi une espèce d'Instagram chinois, et qui disent, mais en fait, tout ce que m'a dit mon gouvernement américain sur la Chine est faux, et ce à quoi les internautes chinois leur répondent, eh ben nous, tout ce que notre gouvernement nous a dit sur les États-Unis, c'est vrai. Voilà. Alors, je crois que c'est quelque chose de très important ce que vous venez de nous dire. Il ne s'agit pas de présenter la Chine comme un Eldorado, c'est pas ça l'enjeu, mais il s'agit de la voir telle qu'elle est et de voir le côté vertigineux de ce qu'elle est en train de faire par rapport à ce que nous ne faisons pas. C'est ça notre problème. On est français, on ne peut être que désolé de voir dans quel état se trouve notre pays. Alors bien évidemment, le crédit social, c'est euh, dans le principe, c'est est-ce que vous êtes à jour, quoi? Donc des sociétés à jour, vous avez payé vos impôts, vous avez payé votre URSSAF. Hein. Les gens qui ne sont pas, comment dire, qui ne disposent pas du bon crédit social en France, la vie n'est pas simple tous les jours. Hein. Le moindre chèque sans Bien sûr, provision, je ne dis pas que c'est anormal. Je voulais dire un mot quand même et terminer là-dessus. Deux. Le premier, Laurent a, enfin, je veux dire, fait une nouvelle édition de son livre. J'invite bien évidemment à en faire l'acquisition. Il a augmenté tout ce qu'il avait dit, il vient de nous le dire, en particulier un chapitre sur le crédit social. Euh, donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Deuxième observation et dernière, les questions de corruption. Les questions de corruption,
c'est clair que la Chine, comme la France, je pense qu'aujourd'hui, la France, qui a reculé de 35 places dans Transparency International, même si Transparency, qui est sous obédience quasiment américaine, n'est pas toujours à prendre pour argent comptant, la France est un pays extrêmement corrompu aujourd'hui, et en particulier dans sa haute fonction publique d'État. Suivez mon regard. Toujours est-il que on m'a rapporté une réunion qui a eu lieu il y a quelques années de la direction du Parti communiste chinois où Xi Jinping avait dit, parce que ça avait pris des proportions en province, sur le plan local, et puis peut-être même sur le plan central, des proportions beaucoup trop importantes, en disant que si ça continuait, on allait leur retirer, le peuple allait leur retirer le mandat du ciel. Hein. C'est-à-dire que ce qui est fait la légitimité politique, historiquement, de cette grande civilisation, c'est de l'Empire du Milieu, c'est le mandat du ciel. Parce que quand on est occidental, les alternances de dynasties, ça peut paraître bizarre. Ils avaient tous les pouvoirs et tout, et puis au bout d'un moment, plus ou moins long, un siècle, 2 siècles, parfois moins, hop, la dynastie, parce qu'il y a des révoltes, eh ben, elle tombe. Et ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle, parfois sortie de nulle part, enfin, alors ça peut, peut y avoir des problèmes ethniques, elle se coule exactement dans le moule de la dynastie précédente, avec les mêmes signes, les mêmes symboles et tout, et souvent des fonctionnements de pouvoir qui sont très voisins. Voilà, mon cher Laurent, donc, cette lutte contre la corruption, qui était considérée comme un risque mortel par certains dirigeants, m'a-t-on raconté, elle a été traitée. Alors, sûrement qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais euh, Absolument. C'est pas ils fini, sont hein. tout à fait conscients, alors que malheureusement, en Occident et aux États-Unis en particulier, à moins que le virage pris par Trump, qu'il y ait euh, la conscience, je pense que Donald Trump et son équipe ont la conscience du changement du monde et des risques pour les États-Unis de ne pas le prendre en compte. Ça, Rubio disant l'unipolarité c'est terminé, la globalisation était une erreur, dit Vance, c'est exact. Euh, donc, peut-être qu'ils l'ont pris en compte, mais le mal est très très profond. Très très profond. La, la corruption du blob, comme l'appelait Obama, du complexe militaro-industriel, du Pentagone, est considérable. Considérable. Et c'est-à-dire que le changement voulu, semble-t-il, par Trump, va aussi se heurter aux situations acquises. Il y a tout un tas de petites mains qui ne vont pas accepter de renoncer à leur mode de vie. Quand on pense que dans la région, toute la région de Washington, 92% des électeurs ont voté pour Kamala Harris aux dernières élections présidentielles, à la Mhm. dernière élection présidentielle, ce qui prouve bien, et ces gens-là, c'est quoi? C'est tous les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent avec Ceux qui sont à la gamelle. tous ceux qui travaillent avec le blob. Donc la question de la corruption, ça aussi, dans les sociétés développées, c'est un problème, et pas seulement les sociétés développées, bien sûr, c'est un problème terrible. Voilà, mon cher Juste un Laurent. mot, juste un mot, excusez-moi, Régis, sur la corruption en Chine. Effectivement, elle est présente, hein. Xi Jinping a lancé une lutte anticorruption en 2014. Ça continue aujourd'hui, ils en arrêtent toujours. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces personnes-là sont toutes les semaines dans les journaux avec ce qui leur est reproché et la peine qui a été prononcée. Et les peines sont autrement plus sévères que chez nous. Nous, on a juste que dans les potentiels nouveaux candidats présidentiels, on a des gens qui ont des casseroles qu'on connaît, et il est quand même possible pour eux de prétendre à la fonction suprême. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la corruption en Chine, ça existe, mais la lutte est forte et ça fait 10 ans que ça dure. Mais Parce il qu'effectivement, y a effectivement, une énorme effectivement, c'est différence. un enjeu. Il y a une énorme différence, c'est que chez nous, elle n'est pas valorisée, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, tout le système laisse, on absorbe, on absorbe. En Chine, c'est Mhm. stigmatisé.
c'est stigmatisé Absolument. et radicalement dévalorisé comme étant, y compris contraire à ce que doit être la Chine. Mon cher Laurent, merci Merci Rémi. infiniment. On va continuer à regarder ce qui se passe en Chine. On va continuer à suivre. J'invite les gens qui ont regardé cette vidéo à aller se balader sur YouTube. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. C'est assez fabuleux. Et de prendre en compte ce qu'il faudrait que l'Occident en général, mais surtout la France, qui nous intéresse, mesure qu'elle est dans une impasse, ou en tout cas qu'elle est partie vers un mur sans frein, sans airbag, le pied à fond sur le frein, et que ça n'est pas la bonne solution. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore et à bientôt. Merci.